Hello, on continue dans ce nouvel épisode sur le thème de l'habitat coopératif, l'histoire de ce type d'habitat et comment concevoir ce type de projet en comparant la France et la Suisse. Bonne écoute! Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire des coopératives, un modèle d'habitat qui existe non seulement en Suisse, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, mais aussi en France. Nous commencerons par examiner l'exemple de Zurich, ville pionnière dans ce domaine et qui dispose d'une longue expérience en matière de coopérative. Ensuite, nous nous pencherons sur l'histoire des coopératives en France. Au XIXe et XXe siècle, la ville de Zurich connaît un développement significatif des coopératives, étroitement lié à l'expansion de la grande industrie. À la fin du XIXe siècle, les premières coopératives apparaissent dans la ville, coïncidant avec l'essor du modèle de la cité-jardin en Suisse. À cette époque, les membres de ces coopératives ne sont pas issus des classes populaires, une situation qui évoluera plus tard. À partir des années 1910, une grave pénurie de logements frappe la Suisse, affectant surtout les classes ouvrières. Face à cette crise, les ouvriers se tournent vers les coopératives pour pouvoir vivre à proximité des villes et des sites industriels tout en accédant à des logements sains et à des prix abordables. Les coopératives deviennent ainsi un moyen pour eux de sortir de la précarité et de l'insalubrité de leurs conditions de logement. En se regroupant, ils pouvaient alors accéder à des logements décents et stables. Un exemple marquant de ce phénomène se produit en 1916 lorsqu'un groupe de 15 ouvriers sans ressources fonde l'Allgemeine Baugenossenschaft Zürich, ABZ, aujourd'hui la plus grande coopérative d'habitat en Suisse. Ce modèle coopératif permet aux ouvriers de construire leur propre logement dans de bonnes conditions. En 1919, l'Association suisse pour l'habitat soutient activement ces initiatives, renforçant l'impact des coopératives sur le secteur du logement en Suisse. Entre 1890 et 1920, Zurich connaît une croissance urbaine effrénée, ce qui stimule considérablement le développement des coopératives. Afin d'encourager cette dynamique, la ville met en place deux mesures clés. Premièrement, en 1924, la municipalité adopte des lois facilitant la création de projets coopératifs. L'une des principales réformes consiste à réduire l'exigence de capital social nécessaire au lancement d'un projet, qui passe de 20% à seulement 6% du montant d'investissement. Cette diminution rend l'accès au projet plus facile et attractif pour les travailleurs et les petites entreprises. Deuxièmement, Zurich engage une politique foncière avantageuse. Elle procède à la revente de terrains agricoles périphériques à bas prix, offrant ainsi aux coopératives une possibilité d'expansion à moindre coût. Ces deux mesures, la réduction du capital social et la politique foncière, marquent le début d'une période de fort développement des coopératives à Zurich, favorisant la construction de logements abordables pour les habitants de la ville. En outre, soutenir les coopératives présente un avantage considérable pour la municipalité. En effet, ces projets sont menés directement par les coopératives elles-mêmes, ce qui permet à la ville de réaliser des économies. Il est plus efficace et moins coûteux pour les autorités d'aider les coopératives à concrétiser leurs projets, plutôt que de prendre entièrement en charge la conception et la construction de nouveaux logements. Après la Seconde Guerre mondiale, la pénurie de logements à Zurich entraîne une explosion du nombre de projets coopératifs. En effet, plus de la moitié du parc immobilier coopératif a été construit dans les années 40-50, période à forte demande. Toutefois, ces logements suivent une organisation très structurée, en accord avec le modèle Fordisme de production de masse. Ils sont conçus principalement pour des familles nucléaires, dans des banlieues calmes, proches des zones industrielles. Ce modèle reflète les normes sociales et économiques de l'époque, où l'urbanisme cherche à répondre aux besoins d'un nouveau mode de vie centré sur la famille traditionnelle et la proximité des lieux de travail. Cependant, à partir des années 50, la politique foncière de Zurich connaît un tournant. Les terrains disponibles deviennent de plus en plus rares, ce qui incite la ville à adapter ses stratégies. Plutôt que de vendre des terrains, Zurich privilégie désormais la location de terrains avec des droits de superficie, similaires aux baux amphithéotiques en France, souvent sur des périodes de 60 ans renouvelables. Cette nouvelle approche
permet de maintenir un contrôle sur le développement urbain tout en facilitant la création de nouveaux projets coopératifs dans un contexte de rareté foncière. Dans les années 70, un ralentissement se fait sentir dans le secteur des coopératives. Pendant près de 20 ans, ces dernières construiront peu, privilégiant plutôt la rénovation des bâtiments existants. Cette stagnation conduit à une grave crise du logement dans les années 90, exacerbée par plusieurs facteurs économiques et sociaux. Le processus de désindustrialisation joue un rôle clé dans cette crise, car il entraîne une réorientation de l'économie de Zurich vers des secteurs comme les services financiers au détriment de l'industrie. La crise pétrolière de 1973 aggrave encore la situation, coïncidant avec la suppression des allocations logement de la ville. Ces mesures combinées provoquent un exode des jeunes qui quittent Zurich à la recherche de meilleures conditions de vie. En conséquence, la ville perd environ 20% de sa population. Un phénomène préoccupant pour l'avenir urbain, car une ville ne peut se développer et prospérer sans une population jeune et dynamique. Face à cette situation de crise, une mobilisation des jeunes s'organise. Des débats sur l'avenir de Zurich sont lancés et les terrains industriels abandonnés sont vus comme des opportunités pour repenser la ville de demain. Ce contexte social et économique difficile sert de catalyseur pour le renouveau des coopératives, qui se réveillent et se réengagent dans la construction de nouveaux logements et leur développement. Dans les années 80, afin d'assurer une grande qualité architecturale, la ville de Zurich met en place une nouvelle procédure pour contrôler les constructions réalisées par les coopératives sur les terrains municipaux. Toute construction ou rénovation doit désormais faire l'objet d'un concours architectural organisé par les services de la ville. De plus, si la coopérative dispose d'un terrain appartenant à la municipalité, la ville préfinance l'ensemble des études, y compris le concours et les études techniques. Cette démarche permet à Zurich de garder un contrôle sur la qualité urbaine et sociale de ses projets à long terme, tout en protégeant ses biens de la spéculation immobilière. À la fin des années 90, une majorité de centre-gauche accède à la mairie de Zurich et lance en 1998 un projet ambitieux. 10.000 Wohnungen in 10 Jahren, 10 000 logements en 10 ans. L'objectif est de ramener les familles et les jeunes en ville dans un contexte de perte de population. En effet, entre 1962 et 1990, Zurich a vu sa population diminuer de 80 000 habitants, soit 20% à cette époque. La ville, en collaboration avec les coopératives, lance une série de concours pour développer des projets de logement sur les terrains municipaux disponibles. Par ailleurs, les logements construits après-guerre se révèlent souvent trop petits, mal adaptés aux nouvelles normes environnementales et ne répondent plus aux besoins des habitations modernes. Face à cette situation, les coopératives s'engagent dans des processus de déconstruction-reconstruction afin de moderniser les bâtiments existants et d'offrir des logements plus spacieux, durables et adaptés aux exigences contemporaines. Aujourd'hui, bien que la crise du logement soit plus importante que jamais, moins de projets de logement coopératifs voient le jour à Zurich. La ville n'a jamais connu de taux de vacances aussi bas et la tension immobilière est extrêmement forte. Trouver un logement devient un véritable parcours du combattant pour les habitants. Cependant, en 2011, les Zurichois réussissent à faire passer une votation populaire qui oblige la ville à augmenter la proportion de logements d'utilité publique, donc de logements sociaux, qui passe actuellement de 28% à 33% d'ici 2050. Bien que cette mesure soit un progrès, elle reste insuffisante au regard des besoins croissants de la population, car la demande en logement accessible continue de surpasser l'offre disponible. Le principal obstacle à la construction de nouveaux logements reste l'achat du terrain. Les terrains disponibles à la vente sont extrêmement chers et ni les coopératives ni la ville de Zurich ne peuvent se permettre de les acheter. Seuls les promoteurs privés disposent des ressources nécessaires pour acquérir ces parcelles. Face à cette situation, de nouvelles réglementations ont été mises en place. Lors de grandes opérations immobilières, il est désormais obligatoire de réserver une part de surface pour la construction de logements d'utilité publique, donc de logements sociaux, afin de garantir un accès plus large à des logements abordables pour la population. Cette initiative vise à équilibrer les intérêts privés et publics dans un contexte de plus en plus tendu.
L'histoire des coopératives en Suisse, et plus particulièrement à Zurich, illustre un processus de développement marqué par des hauts et des bas. Cependant, une volonté politique forte et un soutien constant de la ville ont permis aux coopératives de prospérer et de jouer un rôle clé dans l'urbanisme de Zurich. Ces structures ont toujours mis en avant des valeurs sociales, économiques et environnementales en prônant un modèle de vivre ensemble. Contrairement aux acteurs du marché immobilier spéculatif, les coopératives servent les intérêts généraux en offrant des logements accessibles et de qualité. Elles contribuent à un développement urbain durable et équitable. En ce sens, elles représentent des partenaires essentiels pour les municipalités, jouant un rôle crucial dans la gestion du logement et dans la préservation de l'intérêt public face aux pressions du marché. Bien que l'habitat coopératif en France semble aujourd'hui quelque peu étranger ou délaissé, il ne devrait pas l'être, car il fait partie intégrante de l'histoire du pays. Il n'y a encore pas si longtemps, les coopératives étaient largement développées, comme en témoigne l'exemple du Familistère de Guise, un modèle emblématique de ce type d'habitat. Ce monument historique, situé à Guise, dans le département de l'Aisne, illustre parfaitement l'ambition sociale et collective du mouvement coopératif au XIXe et XXe siècle. L'habitat coopératif en France connaît un grand développement à partir du XIXe siècle, avec un essor particulièrement marqué entre les deux guerres mondiales, avant de subir un fort déclin dans les années 50. Si l'histoire de ce modèle a débuté sur des bases solides, comme en Suisse, elle n'a cependant pas pu se perpétuer avec le même dynamisme et enthousiasme sur le long terme. Les premières expériences d'habitat coopératif en France remontent au règne de Napoléon III, au XIXe siècle. L'empereur chercha alors à créer un modèle de logement pouvant être reproduit en série destiné à loger la classe ouvrière. En 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle, Napoléon III fit construire une cité ouvrière avenue Daumesnil à Paris. Ce projet innovant fut ensuite cédé à la Société coopérative immobilière des ouvriers de Paris, marquant ainsi l'une des premières initiatives coopératives dans le domaine de l'habitat. En 1894, le Parlement adopte la loi Siegfried, la première législation française sur les HBM, donc les habitations bon marché, visant à encourager la création de sociétés de construction de logements économiques à profit limité. Cette loi permet à la Caisse des dépôts et consignations d'accorder des prêts à des organismes privés pour la construction de ces logements accessibles. Ce cadre législatif marque un tournant important dans l'histoire de l'habitat coopératif en France en offrant des mécanismes financiers pour soutenir la construction des HBM. En 1906, la loi Strauss permet aux collectivités locales de soutenir les sociétés d'HBM par l'intermédiaire de prêts avantageux ou d'investissements dans leur capital. Cette législation renforce le soutien public aux initiatives de logements sociaux, facilitant leur développement à l'échelle locale. Grâce à ces mesures, le nombre de sociétés coopératives d'HBM progresse considérablement, atteignant environ 437 sociétés en 1940. Cette dynamique témoigne de l'importante croissance de l'habitat coopératif en France à cette époque. Jusqu'aux années 1960, les coopératives étaient les principaux acteurs de l'accession sociale à la propriété en France. Toutefois, deux éléments majeurs affaibliront considérablement le modèle coopératif. Le premier coup porté aux coopératives survient en 1965 avec l'interdiction pour celles-ci de pratiquer la location simple. À cette époque, trois types de location coexistaient dans le cadre des coopératives. Premièrement, la location-attribution, qui est un système permettant aux locataires de devenir propriétaires de leur logement après un certain nombre d'années de location. Les annuités cumulées avec le loyer couvraient le coût de construction du logement. Deuxièmement, la location coopérative. Dans ce modèle, les habitants payaient un loyer et étaient propriétaires collectivement de leur logement, bénéficiant ainsi d'un droit de copropriété sur l'ensemble de l'immeuble. Et enfin, la location simple. Dans ce modèle, les habitants payaient un loyer à la coopérative qui restait propriétaire des logements. L'interdiction de la location simple restreignait donc l'un des types de location les plus accessibles, limitant ainsi la possibilité d'hébergement pour de nombreuses familles et contribuant au déclin du modèle coopératif en France.
Le dernier coup fatal porté aux coopératives françaises survient en 1971 avec l'adoption de la loi Chalandon qui proscrit la location coopérative. Désormais, les organismes coopératifs ne peuvent plus construire à leur propre compte et doivent se limiter à une seule activité, l'accession à la propriété. Ce changement radical a privé les coopératives de leur capacité à offrir des logements en location à long terme, modifiant profondément leur rôle social et leur fonctionnement. Un exemple emblématique de cette transition est celui de l'unité d'habitation de Le Corbusier à Rezé près de Nantes. Gérée par une coopérative nantaise, cette unité fonctionnait en location coopérative jusqu'en 1971. À cette date, 20% des habitants coopérateurs sont devenus propriétaires de leur appartement, tandis que les 80% restants sont devenus des locataires classiques. Ces deux lois, celle de 1965 interdisant la location simple et la loi Chalandon de 1971 interdisant la location coopérative, ont fortement affaibli le modèle des coopératives en France et ont conduit à la disparition progressive de ce type d'habitat. Les coopératives, malheureusement, auront retrouvé leurs droits trop tard, et leur modèle aura déjà subi un profond affaiblissement. En 1983, elles récupèrent enfin le droit de pratiquer la location simple, mais à une époque où leur influence est déjà largement diminuée. Puis, en 2000, elles retrouvent également le droit de pratiquer la location coopérative, après près de 30 ans d'interdiction. Cependant, malgré ces réformes, le modèle coopératif en France ne parvient pas à retrouver son dynamisme d'antan, et les coopératives peinent à rétablir leur place dans le paysage du logement social. En 2014, la loi ALUR, accès au logement et à un urbanisme rénové, marque un tournant pour les coopératives d'habitat en France. Pour la première fois, le statut de coopérative d'habitat est officiellement intégré dans le cadre juridique de l'accès au logement et de l'urbanisme. Cette loi permet aux citoyens de se retrouver pour construire ou acquérir ensemble des immeubles de logement, tout en assurant la gestion collective. De plus, la loi ALUR ouvre la possibilité aux coopératives d'intégrer des personnes morales, telles que des organismes HLM, habitation à loyer modéré, ou des sociétés d'économie mixte. Ce cadre légal redonne ainsi un nouvel élan aux coopératives, leur permettant de jouer un rôle clé dans la construction de logements accessibles, tout en réaffirmant leur fonction sociale et solidaire dans le paysage urbain. Malgré la loi ALUR de 2014, qui marque un progrès pour les coopératives d'habitat en France, cette avancée reste trop timide et peu mise en avant. Il a fallu plus de 40 ans pour que le statut de coopérative d'habitat réapparaisse dans la société française. Un retour après une longue période de paralysie. Durant ces 4 décennies, les pouvoirs publics ont ouvertement favorisé l'accès au marché privé au détriment de la propriété collective et du vivre ensemble. Ce choix a contribué à l'érosion du modèle coopératif, reléguant les principes de solidarité et de gestion collective des logements en second plan. Toutefois, pour que chacun puisse participer activement à l'élaboration d'un projet de ce type, il est essentiel de comprendre comment mettre en place un tel modèle. Dans cette optique, comparons la situation en France et en Suisse, à Zurich, où les coopératives d'habitat ont une longue histoire et un cadre bien établi. En examinant les démarches, les soutiens politiques et les mécanismes de financement, nous pourrons mieux comprendre les leviers nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de projets coopératifs en France, à l'image de ce qui se fait en Suisse. Commençons par la Suisse. La fondation d'une coopérative d'habitat débute par la réunion d'un groupe d'au moins 5 personnes partageant l'objectif de concevoir ensemble le bâtiment où elles résideront. Cette démarche repose sur un statut juridique spécifique en Suisse, celui de la société coopérative défini dans le Code des obligations aux articles 828 à 926. Ce cadre légal facilite l'accès à des financements ainsi qu'à des soutiens institutionnels tout au long du projet. Une coopérative est un organisme à but non lucratif, cherchant à proposer des logements à des coûts optimisés pour ses membres. Fonctionnant comme un organisme d'entraide privée, elle agit indépendamment des institutions publiques. Toutefois, les logements créés répondent aux critères du logement social. Les membres de la coopérative, appelés des coopérateurs, détiennent des parts sociales conférant un statut distinct de celui de propriétaire ou locataire.
Ce modèle favorise une gestion collective et participative où chaque membre contribue activement à la réussite du projet. Une fois le groupe constitué, la coopérative doit réunir 20% de fonds propres pour accéder à un prêt bancaire. À l'échelle fédérale, un prêt de fonds de roulement peut couvrir la moitié de cette somme, soit 10%. Ainsi, la coopérative ne finance directement que les 10% restants. L'obtention de ce prêt repose sur plusieurs critères, notamment des standards élevés en matière d'écologie et d'efficacité énergétique. En complément, le fonds de solidarité, alimenté par les contributions d'autres coopératives, offre un soutien financier aux jeunes structures pour faciliter leur création. Au niveau cantonal et communal, des aides supplémentaires viennent renforcer les ressources disponibles. Par exemple, la ville de Zurich propose des prêts couvrant entre 64% à 94% de l'investissement total, tout en s'engageant comme garante. Les coopératives souhaitant accéder à ce dispositif doivent toutefois intégrer un représentant de l'administration municipale dans leur conseil d'administration. Après la définition de la stratégie financière, l'acquisition d'un terrain représente souvent le défi le plus complexe. À l'échelle fédérale, des aides soutiennent les projets visant à créer des logements abordables. Ces dispositifs incluent des prêts couvrant jusqu'à 50% du prix du terrain ou un montant de 50 000 francs par logement prévu. Ces prêts, sans intérêt ni obligation d'amortissement pendant 3 ans, deviennent remboursables avec un taux d'intérêt pour une période pouvant atteindre 25 ans. À Zurich, la ville favorise l'accès aux terrains municipaux grâce à des droits de superficie. En contrepartie, les coopératives doivent respecter plusieurs obligations, à savoir réserver 1% des logements loués au département social de la ville, allouer 1% de la surface brute ou habitable à des services de quartier, c'est-à-dire soit des crèches, des jardins communautaires ou autres. Investir 1% du coût total dans des projets artistiques. Garantir que 20% des logements soient subventionnés. Et concevoir des logements adaptés aux personnes en situation de handicap. La ville conserve également la propriété des droits à bâtir inutilisés sur ces terrains. Actuellement, à Zurich, 70% des coopératives possèdent leur terrain, tandis que 30% relèvent encore de la propriété municipale. Étape décisive, le concours d'architecture. L'organisation du concours d'architecture constitue une phase essentielle dans le développement d'une coopérative. À Zurich, cette responsabilité est confiée aux services municipaux. Le département de la construction réalise une étude de faisabilité pour déterminer les possibilités du projet. Une fois le concours lancé, la ville se retire, laissant les architectes et la coopérative collaborer librement pour définir les orientations du projet. Pour la réalisation des travaux, les coopératives peuvent également s'appuyer sur des structures spécialisées, telles que des coopératives de maîtres d'ouvrage ou des coopératives de bureaux d'études techniques, des BET, qui apportent leurs expertises et assurent un suivi adapté. Une fois le bâtiment achevé, les habitants s'installent dans leur logement. À leur arrivée dans la coopérative, ils versent généralement une part acquisitive récupérable lors de leur départ. Le fonctionnement reste simple et transparent. Chaque coopérateur règle un loyer mensuel qui se décompose en 2 parties. Une contribution au remboursement du prêt contracté pour financer le terrain, la conception et la construction du bâtiment, et une participation aux charges d'exploitation de l'immeuble, incluant l'entretien, les frais administratifs et les coûts de gestion courante. L'absence d'intermédiaire ou de recherche de profit garantit un prix juste, directement lié au réel coût de création et de gestion du projet. Les coopératives d'habitation en Suisse incarnent une véritable résistance face à l'embourgeoisement des villes et à la ségrégation urbaine. Bien au-delà des aspects financiers et organisationnels, ces structures deviennent des lieux d'échange et de convivialité pour leurs membres. En Suisse, et particulièrement à Zurich, de nombreuses aides soutiennent ce modèle d'habitat favorisant son développement. Ces coopératives dynamisent la vie de quartier en créant des espaces propices à la solidarité et à l'innovation.
Elles organisent régulièrement des activités comme des brocantes, des fêtes, des marchés aux puces ou encore des initiatives collectives telles que le compost partagé par exemple. Ces événements, bien plus qu'une simple fête annuelle, renforcent la cohésion entre les habitants et réduisent les conflits de voisinage. Ce cadre favorise l'émergence d'une solidarité naturelle et d'un sens partagé des responsabilités. Par ailleurs, ces structures offrent un terrain fertile pour expérimenter de nouvelles approches en matière de construction, de typologie de logement et de mutualisation d'espaces ou de services. Passons maintenant au cas français. Comme en Suisse, tout commence par la constitution d'un groupe partageant l'envie de vivre autrement et collectivement, minimum 2 personnes. En France, 2 statuts juridiques permettent de concrétiser ce type de projet. La SAS coopérative, Société coopérative par action simplifiée, régie par la loi de 1947, et la Société coopérative d'habitants, introduite par la loi Allure de 2014. Une fois le groupe formé, la recherche de financement devient indispensable. Les banques exigent un apport de 15 à 20% de fonds propres pour accorder un prêt. Selon le statut choisi, certaines aides spécifiques peuvent s'appliquer. Pour les SAS coopératives, le prêt locatif social, PLS, constitue une option intéressante. Ce dispositif offre plusieurs avantages. Une TVA réduite à 5,5, une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 25 ans, un financement minimum équivalent à 50% du prix de revient de l'opération et un taux d'intérêt indexé sur celui du livret A. Cependant, l'accès à ce prêt impose des conditions spécifiques. À savoir, 50% des logements doivent être classés comme sociaux. L'approbation de la ville ou de la métropole doit être requise. L'aide n'est uniquement possible si les coopérateurs possèdent un contrat de bail pour leur logement, régi par la loi de 1989. Et les revenus des habitants doivent respecter les plafonds fixés pour le PLS et les loyers ne doivent pas dépasser un montant mensuel par mètre carré défini par ce dispositif. Les durées de remboursement varient selon les éléments financés, jusqu'à 40 ans pour la construction et 50 ans pour le foncier. Contrairement à la SAS coopérative, la Société coopérative d'habitants, donc la SCH, donc de la loi Allure, ne peut pas accéder au prêt locatif social, le PLS. Ce prêt repose sur des contrats de bail destinés aux locataires, alors que le statut de la SCH ne permet que des contrats coopératifs, offrant une protection moindre. Cependant, une SCH peut intégrer un bailleur social en tant qu'investisseur à hauteur de 30% du projet. Dans ce cadre, le bailleur joue un rôle clé en tant que constructeur-promoteur. Il peut intervenir via des contrats de promotion immobilière ou par une vente en état futur d'achèvement, permettant ainsi au groupe coopératif d'éviter de fournir une garantie financière. Cette collaboration implique néanmoins une copropriété partielle entre la coopérative et le bailleur social. Le bailleur conserve des droits réels immobiliers sur une partie du bâtiment. L'acquisition du terrain constitue une étape incontournable, souvent réalisée sur des sites appartenant aux collectivités. En milieu urbain, le coût du foncier reste généralement trop élevé pour une coopérative sans soutien spécifique. Les SAS coopératives intégrant des logements sociaux peuvent bénéficier d'un terrain au prix que paierait un bailleur social. Depuis quelques années, les offices fonciers solidaires, OFS, offrent une alternative intéressante. Ces structures peuvent octroyer des baux réels solidaires, BRS, aux coopératives, permettant un accès pérenne à des terrains à des conditions avantageuses. Cette aide s'adresse exclusivement aux ménages dont les revenus respectent les plafonds définis par le PSLA, le prêt social location-accession. Une fois la structure administrative mise en place, vient le choix du projet. Bien que plusieurs options existent, aucune ne bénéficie d'une collaboration aussi étroite avec les collectivités que celle observée
à Zurich. Si le projet passe par une vente en état futur d'achèvement avec un bailleur social, agissant en tant que constructeur-promoteur, ce dernier peut imposer son choix concernant le projet. Toutefois, une approche amiable peut également être adoptée, permettant aux coopérateurs de participer activement aux décisions. Les futurs habitants peuvent également exprimer leurs préférences pour une agence d'architecture spécifique, renforçant ainsi leur implication dans la conception du bâtiment. La phase d'exécution suit les étapes classiques de tout projet de construction. Cependant, en France, il n'existe pas de structure spécifique comme les coopératives de maîtrise d'ouvrage ou les coopératives de bureaux d'études techniques qui accompagneraient ce type de projet. Après l'achèvement de la construction, les habitants emménagent dans leur logement. Selon le statut de la coopérative, la nature du contrat entre le locataire et la coopérative varie. Il peut s'agir d'un contrat de bail ou d'un contrat coopératif. Si les habitants possèdent un bail, ils peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, l'APL, tandis qu'un contrat coopératif ne permet pas d'accéder à cette aide. Comme en Suisse, certaines coopératives demandent aux habitants de verser une part acquisitive à leur arrivée. Cette somme est ensuite restituée lorsque les habitants quittent leur logement. Par ailleurs, les coopérateurs paient chaque mois un loyer qui comprend une part destinée au remboursement du prêt contracté pour la conception et la réalisation du projet, ainsi qu'une part couvrant les charges d'exploitation de l'immeuble, donc pour l'entretien, les frais administratifs, etc. Au niveau de l'organisation, les coopérateurs ont la possibilité de s'investir activement en proposant de nouveaux projets, en organisant des événements comme des fêtes de quartier, des soirées jeux de société, des apéritifs, etc. Chaque membre dispose d'une voix lors des prises de décision. La spéculation immobilière est exclue, le bâtiment reste hors du marché immobilier traditionnel. Comme en Suisse, les futurs habitants doivent postuler pour obtenir un logement. La coopérative sélectionne les candidats et veille à maintenir une mixité sociale au sein de la communauté. Que ce soit en France ou en Suisse, tout commence toujours par un petit groupe de personnes motivées, désireuses de vivre ensemble et autrement. Cependant, les mises en place de ces types de projets diffèrent considérablement entre les deux pays. En Suisse, des dispositifs ont largement favorisé le développement des coopératives, tandis qu'en France, ce modèle reste encore trop timide. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures plus concrètes pour encourager ces initiatives. La loi Allure de 2014 en France a constitué un premier pas, mais l'obligation d'avoir des contrats coopératifs plutôt que des baux traditionnels limite l'accès aux APL pour de nombreux coopérateurs. Or, ce sont souvent des populations modestes qui seraient intéressées pour vivre dans des coopératives et ont besoin de ces aides. Il est important de noter que l'objectif n'est pas forcément de reproduire le modèle suisse en France, car celui-ci fonctionne particulièrement bien là où il est. La Suisse affiche le taux de pourcentage de locataires le plus élevé d'Europe, avec 69% de sa population locataire. Une proportion qui ne cesse d'augmenter en raison des prix exorbitants de l'immobilier. Dans ce contexte, l'accès à la propriété n'est ni encouragé ni attractif, d'autant plus qu'il est obligatoire d'avoir un apport de fonds propres d'au moins 20%. Louer devient donc plus intéressant. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est d'observer que les pays dont le taux de locataires est le plus élevé sont les pays les plus riches du globe. En revanche, en France, l'accès à la propriété est fortement encouragé par l'État. Environ 58% de la population est propriétaire de son logement et 47% des locataires aspirent à devenir propriétaires dans un avenir proche. La propriété est souvent perçue comme un gage de sécurité et de réussite sociale. Face à ce constat, il est tout à fait possible de mettre en place des coopératives d'habitat dans les deux pays. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit cet écart culturel. Les coopératives d'habitation suisses ne pourront pas être copiées à l'identique en France, mais il est tout de même intéressant de s'en inspirer pour en tirer les bienfaits tant sur le plan urbain que social. Ce type d'habitation représente une opportunité face à du logement social en crise et en manque.
de nombreuses personnes pourraient vivre dignement et sainement grâce aux coopératives.